Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Je me présente, Christia Larada. À mes côtés, l'experte Patricia Brafantrogo, docteur en sciences sociales. Bonsoir Patricia. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision qui nous suivent. Alors ce soir, on va parler d'une thématique qui nous concerne tous, quelle que soit notre tranche d'âge, c'est le numérique. Aujourd'hui, le numérique est présent dans notre vie et donc on a décidé qu'on va en parler. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est l'impact. Quel est l'impact finalement de ce numérique dans notre vie? Alors pour commencer, Patricia, on va commencer par la première question, la définition même de ce terme, le numérique. On entend parler de ça partout, que ce soit au niveau européen, au niveau national et aussi au niveau local, la transition numérique. C'est quoi le numérique? Alors le numérique, c'est quelque chose quand même de très complexe. Et pourtant de très simple, très à notre portée, mais on va quand même faire l'effort pour mettre tout le monde d'accord de donner une définition assez complète pour démarrer. Alors le numérique représente toutes les applications qui utilisent un langage binaire. Donc là, les informaticiens vont se retrouver avec le 1 et le 0, le binaire, qui classe, trie et diffuse des données. Ce terme englobe les interfaces, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, ainsi que tous les réseaux qui transportent les données. Le numérique est un vaste tout qui englobe autant les outils, les contenus et les usages, c'est-à-dire ce qu'on fait et avec quel outil on le fait. La pratique numérique, c'est l'activité humaine concrète dans des environnements basés sur les technologies, de l'information et de la communication. Dans la catégorie des systèmes numériques, on peut citer, avec l'apparition d'Internet, tous les réseaux qui fonctionnent avec cette technologie. Le mot numérique s'emploie pour évoquer la technique basée, on le redit, pour que les informaticiens ne soient pas trop vexés, la technique basée sur les systèmes de programmation. Mais il y a un autre élément qui arrive avec le numérique, c'est le digital. Alors le digital, parce que souvent les gens confondent numérique et digital, le digital par contre, lui, il vient du mot droit. Et donc de nos fameuses empreintes digitales, qui sont celles qui désormais sont affectées à des tâches nouvelles. Celles qui consistent par exemple à utiliser le smartphone en faisant glisser ou alors même notre ordinateur portable ou nos tablettes ou même parfois le téléviseur connecté. Donc tout cela fonctionne avec nos empreintes digitales. Donc voilà une rapide définition que j'ai essayé de faire la plus complète possible pour satisfaire tout le monde. Merci Patricia. Du coup, c'est vrai qu'on a parlé de numérique, on a parlé de digital. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait une tranche d'âge pour pouvoir s'exposer à ces outils numériques? On entend souvent parler à l'école, il ne faut pas avoir de portable, on est au collège, c'est interdit, etc. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge finalement pour être exposé à ces outils? Alors non, il n'y a pas de tranche d'âge et on va sortir des lieux communs, c'est-à-dire l'âge où il faut avoir un téléphone portable ou tout cela, on va revenir là-dessus. Il n'y a pas d'âge parce que dès la conception, l'enfant est soumis au numérique. Lorsque vous allez faire l'échographie, par exemple, l'enfant est déjà soumis au numérique. Le bébé est déjà soumis au numérique. On ne parle même pas des technologies qui précèdent la conception, tout ce qui est fait en amont, si par exemple il y a des procréations assistées. Le numérique est partout dans notre vie et donc il n'y a pas d'âge, on va jusqu'à la mort. Parce que parfois, nous avons, et en Guadeloupe, nous sommes assez forts là-dedans, la retransmission des obsèques sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas d'âge. Par contre, et c'est là que je pense que votre question est importante, Christiana, c'est qu'il y a des garde-fous qu'il faut mettre pour tout le monde. Et pas que pour les enfants. Pas que pour les enfants, pas que pour les jeunes. Il est sûr que les psychologues, les psychiatres même et les pédopsychiatres se sont rendus compte qu'exposer trop jeunes les enfants
aux écrans et de façon excessive est naturellement néfaste. Mais c'est comme tout. La télé, c'est pareil. Moi, j'ai envie de revenir à une pratique qui se faisait en Guadeloupe il y a très très longtemps, Dieu merci. C'est que lorsque les enfants ne dormaient pas, on mettait quelques gouttes de rhum dans les biberons pour les endormir. Donc, on voit bien que tout ce qui est excessif et abusif est néfaste nécessairement. Donc, c'est le cas pour les écrans. Donc, tout le monde est concerné par le numérique à n'importe quel âge de la vie. Il ne faut pas se focaliser sur les enfants et les tablettes ou les adultes avec les difficultés d'accès à certaines démarches liées au numérique uniquement. Ce n'est pas ces gens-là qu'il faut spécialement voir, même si on verra qu'il faut les aider. Souvent, les personnes qui ont accès au numérique, qui ont des difficultés d'accès au numérique, qui sont âgés, ce sont des grandes consommatrices et de grands consommateurs, par exemple de réseaux sociaux type WhatsApp et Facebook. Ce sont des personnes qui vous transmettent à longueur de journée des informations, fausses ou vraies. Bon. Et il faut savoir que l'exposition au numérique varie aussi en fonction des intérêts. Les publics évoluent en fonction du réseau social. Facebook, par exemple, est extrêmement délaissé par les jeunes. Facebook, maintenant, c'est la tranche 50-70 qui est sur Facebook. Ah ouais. Pratiquement, les jeunes, ils ont migré vers Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat et d'autres réseaux encore dont on ne parle pas là. Donc, il n'y a pas d'âge, mais les consommations varient et il faut rester vigilant. D'accord. Donc, c'est vrai que finalement, la notion d'âge ne compte plus, effectivement, par rapport à cette notion de numérique et de digitalisation à travers les outils comme on connaît, la tablette, le téléphone. Alors, moi, ma seconde question, oui. Est-ce que ça ne nous emmène pas finalement sur de nouvelles pratiques de vie associées à ces outils? C'est-à-dire, vous avez parlé d'Instagram, de Facebook, il y a même TikTok aujourd'hui qui était très prisé. On a vu avec le confinement, il y a beaucoup de TikTok, les gens se sont découverts sur TikTok. Donc, est-ce que ça ne change pas finalement un peu nos habitudes, nos pratiques de vie, voilà? Absolument. Le numérique, de toute façon, ne peut pas ne pas impacter nos pratiques de vie. Alors, toutes nos pratiques de vie sont désormais associées au numérique. Toutes, sans exception. Même une personne qui vous dirait « Ah oui, moi je ne suis pas dans ça, non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, Internet », c'est faux. Cette personne, ne serait-ce qu'en allant faire ses courses, en prenant sa voiture, cette personne est exposée au numérique. Même la personne qui sort du monde, une personne qui vous dit « Allez, bon, moi, je quitte la société », on entend ça souvent de la part, par exemple, de certaines personnes qui se disent Rasta ou autres. Oui, ben moi, je ne suis pas dans ça et tout. Si vous vous déplacez en voiture, si vous avez des vêtements, si vous avez des chaussures, incontestablement, vous êtes concerné par cette technologie. Et de façon très concrète, on va prendre 4 exemples qui vont parler à tout le monde. Des éléments qui nous impactent dans notre vie au quotidien. Le téléphone portable qui est devenu central dans nos vies. Même si vous ne l'utilisez pas beaucoup, vous l'avez et en général, à un moment ou un autre, vous en faites usage. Le télétravail, le fameux télétravail. Le fameux télétravail. Pourquoi je dis cela? Parce que depuis le confinement, depuis la crise du Covid-19, beaucoup d'entreprises où les salariés ont fait l'expérience du télétravail, il est hors de question pour eux de revenir au temps d'avant. Et ça s'est caractérisé très précisément chez 2 grandes entreprises américaines qui sont Apple et Tesla, où ils ont voulu faire revenir les personnes dans l'entreprise et ça a été une levée de bouclier. Et d'ailleurs, le patron de Tesla, Elon Musk, a même dit si vous ne voulez pas, mais vous démissionnez, si vous ne voulez pas revenir. Donc ça a été un véritable bras de fer et en Guadeloupe, le télétravail se développe énormément.
Le troisième élément qui est important par rapport aux nouvelles pratiques de vie associées, ce sont les démarches administratives. Tout à fait. Les fameuses démarches administratives. Je ne sais pas qui ne fait pas de démarches administratives actuellement en ligne, quand bien même ce serait compliqué. On va en parler, on ne nie pas que c'est compliqué, il y a ça. Et le quatrième élément, ce sont tous les éléments de la vie quotidienne. La médecine, la télémédecine, les différents implants qu'on utilise. Par exemple, moi je vois des personnes qui sont diabétiques et qui doivent contrôler leur glycémie en permanence. Elles le font avec leur téléphone portable. C'est-à-dire que se piquer le doigt comme ça se faisait avant, ça ne se fait plus. Et il y a énormément de traitements qui sont traités à distance. Et donc, c'est important. Et les équipements utilisés pour les soins, l'automobile, les appareils électroménagers, les fameux robots que les personnes utilisent dans les cuisines, qui sont programmés et tout. Donc, tous les aspects de notre vie sont concernés et le numérique y est présent. D'accord, Patricia, et merci pour cette réponse. Du coup, la dernière question, ça m'emmène à ma dernière question. Est-ce que finalement ces outils simplifient les pratiques quotidiennes? C'est-à-dire, parce qu'on a parlé de la notion de télétravail, on a parlé de la notion des démarches administratives, qu'aujourd'hui, dès qu'on se lève le matin, le numérique est autour de nous. Donc finalement, est-ce que ces outils numériques contribuent en tout cas à faciliter ce quotidien, ou en tout cas à faciliter les pratiques du quotidien? Alors, oui, incontestablement, oui. On ne peut pas dire le contraire. Par contre, il faut rappeler que le numérique est un outil. Et un outil, je vais donner la définition de l'outil parce qu'il me semble que c'est important. C'est un élément d'une activité qui n'est qu'un moyen, un instrument. Donc, un outil ne fait que ce que nous en faisons. Et je vais développer sur deux aspects. Le côté positif et le côté négatif du numérique. Le côté positif, les outils, c'est un outil qui nous a simplifié la vie dans le domaine, par exemple, de la santé, de la science, des nouvelles technologies. Par exemple, j'ai pris quelques exemples. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui aimeraient repasser de l'ordinateur à la machine à écrire. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui aimeraient à nouveau faire des photocopies avec la fameuse machine à ronéotyper ou alors avec les feuilles de carbone. Donc l'imprimante, on l'aime, l'ordinateur, on l'aime, l'imprimante, on l'aime. Par exemple, les démarches, le côté positif aussi, ce sont les démarches à distance et la dématérialisation qui nous empêchent d'aller faire des queues interminables dans des banques, des administrations. En fait, tout là où on peut ne plus les faire, on est très content. Par exemple, les gens critiquent souvent Internet et le numérique, mais combien de personnes aimeraient retourner à la banque pour retirer 20 €, 30 € au lieu d'aller au distributeur? Donc ça aussi, ça fait partie des éléments de notre vie au quotidien. Donc toutes les démarches en ligne et tout, ça c'est le côté positif. Il y a d'autres aspects positifs. Par exemple, le fait que les liens soient beaucoup plus simples à lier entre les personnes avec les différents réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram et tout le reste. Mais je me permets de te couper, Oui. Patricia, mais est-ce que ça ne rend pas finalement une certaine isolation entre les personnes? Parce qu'on a vu pendant le confinement, on a utilisé beaucoup ces outils, mais finalement les personnes étaient loin l'un de l'autre. Et il y avait finalement ce manque, même s'il y a cette sociabilisation à travers les outils, il y avait ce manque physique, si je peux dire. Mais l'homme est un animal social. Donc, par définition, il y a des personnes qui ont besoin de cette connexion. Moi, je ne cesse de dire que le confinement n'avait rien changé à ma vie. Parce que moi, je suis quelqu'un de pas très sociable, justement. Donc, il y a des personnes qui en ont besoin. Et donc, les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer cela. Donc, on doit comprendre que l'être humain a besoin
échanges. Néanmoins, ça reste des éléments de communication et même, on en parlait tout à l'heure avec Bruno, notre technicien, des éléments de valorisation chez certaines personnes qui deviennent des influenceurs, qui deviennent aussi des arnaqueurs, qui ont besoin de cela pour exister. Donc ça peut être très bien, ça peut être très positif pour eux parce que ça participe de leur équilibre psychologique et tout le reste, mais aussi il y a des dérives et des dérapages parce qu'il y a des personnes qui se laissent embarquer dans des histoires pas toujours très agréables. Il y a les vols d'identité, il y a quand même des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors, le côté négatif, en dépit de ces fameux influenceurs dont on a parlé, c'est qu'il y a beaucoup de violence derrière tous ces réseaux sociaux et ce numérique. Il y a beaucoup de violence. Il y a les arnaques, on en a parlé, avec ou sans influenceurs. Il y a aussi, il n'y a pas très longtemps, le secrétaire général de l'ONU en a parlé, il a nommé ça comme ça, la monétisation de la colère et de l'indignation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des groupes qui ont fait de la colère et de l'indignation des peuples des éléments pour déstabiliser des gouvernements. Et ça s'est vu, ça se voit aux États-Unis notamment, avec le fameux groupe QAnon, qui est celui qui avait poussé à investir le Capitole le 6 janvier 2021, avec tout ce que ça avait comporté. Ce sont des personnes qui surfent sur les réseaux sociaux sous la colère. Et notamment, on l'a connu en Guadeloupe lors de la pandémie, où des vidéos absolument fausses contre la vaccination ont été consommées à outrance par les Guadeloupéens, ce qui a fait énormément de Guadeloupéens ne pas se vacciner, et aussi on a eu beaucoup de morts à cause de cette non-vaccination. Et il y a un autre... alors la monétisation, il y a aussi des gains politiques, parce qu'il y en a qui naturellement, dès qu'il faut surfer sur la colère, ils espèrent être élus. On l'a vu en Guadeloupe avec le vote au second tour des élections présidentielles, où ça a été un vote pour exprimer théoriquement une colère, mais enfin, donc les réseaux sociaux servent à ça. Dernier élément dont j'ai envie de parler, et parce qu'en Guadeloupe, on est trop concerné pour que je n'en parle pas, c'est la fameuse, ce qu'on appelle la masculinité toxique, qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quoi la masculinité toxique? C'est la normalisation de l'agression et de l'intimidation par les hommes sur les réseaux sociaux. Et il y a un site internet qui s'appelle bonpote.com qui a mené une étude là-dessus, qui a montré que 100% des posts qui étaient faits sur le site, où il y avait des réponses agressives, des réponses insultantes, injurieuses, étaient faites par des hommes. Parce qu'ils estiment que sur ces réseaux sociaux, ils ont le droit un peu de faire ce qu'ils veulent. Et en Guadeloupe, on y a été confronté parce que, on peut se rappeler ce qui s'est passé pendant la pandémie, lorsque Judith, l'animatrice, a été insultée sur les réseaux sociaux, parce que les gens pensent que sur les réseaux sociaux, on peut faire tout et n'importe quoi. On est anonyme et on a d'autres procès qui se déroulent là où les personnes qui se sont lâchées, surtout les hommes sur les réseaux sociaux, sont poursuivis. Donc, le site bonpote.com qui disait que les commentaires agressifs et insultants viennent uniquement de la part d'hommes, les invectives aussi. Et il y a aussi cette masculinité toxique, elle s'exprime par l'envoi de photos à caractère sexuel, beaucoup. C'est les fameuses pic dick, c'est-à-dire on envoie des photos de son sexe à un peu tout le monde. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un avion qui décollait des États-Unis pour le Mexique, dans lequel un passager s'est senti autorisé, à travers AirDrop, à envoyer des photos de son sexe à toutes les personnes qui avaient AirDrop dans l'avion. Le pilote a dû menacer de faire descendre tout le monde et de ne pas décoller s'il ne s'arrêtait pas. Donc la masculinité toxique
s'exprime énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, j'en parle, c'est aussi pour interpeller les hommes qui sont dans cette démarche, pas tous naturellement, hein, mais les hommes qui sont dans cette démarche, pour qu'ils comprennent que les réseaux sociaux, ce n'est pas une jungle sans contrôle, et les procès, il y en a. Et quand ils sont condamnés, c'est écrit dans leur casier, bref, et tôt ou tard, il faut rendre des comptes à la société. Et il y a même, et sans compter les invectives, hein, bon, moi-même j'en ai fait l'objet d'énormément d'insultes pendant la pandémie par des hommes. Hein. Je n'ai été insultée que par des hommes. Donc, qui pensaient que grâce aux réseaux sociaux, à cause, je sais pas, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. C'est ça la masculinité toxique, tant et si bien qu'il y a des hommes qui ont créé un certain nombre de comptes Instagram pour combattre cette masculinité toxique. Et je vais vous en citer 3. Celui qui s'appelle Ben Nevers, B-E-2-N-E-V-E-R-T. Il y a aussi Baptiste New Masculinité et Histoire de mec. Ce sont des hommes qui postent des contenus à caractère positif pour combattre la masculinité toxique. Et le dernier élément négatif hein, qu'on peut citer sur le numérique, c'est la problématique écologique. On ne peut pas nier que les ordinateurs, par définition, consomment énormément d'énergie, et notamment la problématique de la crypto-monnaie, qui est une industrie qui consomme énormément d'énergie pour la fabrication. Donc, ce sont des choses positives, mais il y a aussi du négatif. Bon, on a bien compris que c'est un sujet qui est vaste, parce que là, on est arrivé sur la crypto-monnaie, donc c'est un autre sujet. On a parlé aussi des serveurs finalement qui consomment beaucoup d'énergie, puisqu'on dit qu'on fait de la dématérialisation pour avoir moins de papier, et au final, on a des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, ce sera un autre sujet. Mais pour reprendre en fait notre sujet de départ, du coup, c'est quoi cet impact du numérique dans notre vie? On voit bien que le numérique, c'est avant tout un outil à ne pas confondre avec le digital, même s'ils sont associés. On voit bien qu'il est au quotidien, ça veut dire que dès qu'on se lève, on a du numérique dans notre vie, depuis le lever, hein, le téléphone pour l'alarme. Ensuite, on l'éteint pour écouter les infos, puisque des fois, on n'allume même pas la télé, on utilise directement le téléphone. Quand on est dans la voiture, on est encore dans cet univers numérique. Donc, on voit bien que le numérique est partout et dans notre quotidien, aussi pour nos démarches, pour justement ne plus faire la queue, par exemple, pour aller à la banque. Mais moi, j'ai une vision un peu particulière dans le sens où est-ce que ce numérique qui est dans notre vie, et c'est une question un peu à part, n'enlève pas certaines pratiques au fur et à mesure? On voit par exemple par rapport à la banque, où est-ce que bientôt on n'aura plus de guichet où on pourra enlever de l'argent ou faire certaines démarches, puisqu'on voit que le numérique prend cette place et permet que ça aille beaucoup plus vite, qu'on n'ait plus ce besoin forcément d'aller dans les banques. Oui, mais il y a des métiers qui vont disparaître avec le numérique. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Il y a des métiers qui vont disparaître parce que nous prendrons de nouvelles habitudes de consommation. Personnellement, je ne vois pas combien de personnes voudraient maintenant revenir à l'époque où on allait à la CAF faire la queue pour s'inscrire. Donc, incontestablement, il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y a de nouveaux qui vont réapparaître. Parce que de toute façon, les personnes qui ne se présentent pas, il faut bien former les personnes à traiter les données qui sont saisies. Les données qui sont saisies, qui sont saisies par l'usager chez lui, ne se traitent pas seules. Il y a donc du back-office, il y a des personnes qui travaillent. C'est ça aussi tout l'enjeu pour les organisations, et je pense qu'elles s'en sortent plutôt bien, c'est de prendre le virage du numérique dans l'employabilité, c'est-à-dire dans la capacité qui est offerte aux personnes de développer leurs compétences. Donc Patricia, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'impact du numérique dans notre vie aujourd'hui, en 2022? Alors, personnellement, étant une grande consommatrice de numérique, parce que moi je fais de la recherche et j'ai accès à des banques de données, mais pratiquement mondiales, moi j'aurais du mal à dire que l'impact il est négatif. Néanmoins, comme on l'a montré, il s'agit d'un outil. Et comme
tous les outils mis entre de mauvaises mains, il ne peut que produire de mauvaises choses. Donc, il faut appréhender cet outil, il faut, j'ai envie de dire, le dompter, il faut le rendre à notre service, mais aussi pour le bien et le respect de l'humanité et l'élévation aussi de l'humanité. On ne peut pas utiliser un outil pour détruire les autres. Humainement, ce n'est pas concevable. Donc chacun, chacune, faisons notre part de positif avec ce numérique. D'accord. Merci Patricia pour ce mot de la fin. En tout cas, vous l'aurez compris, le numérique, c'est un outil, c'est un peu comme le couteau. On peut l'utiliser pour faire à manger ou faire autre chose. Je te remercie Patricia, je vous remercie encore, vous téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain à 20h. Bonne fin de soirée sur votre chaîne Éclair TV.